Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de votre fidélité à notre rendez-vous santé du mardi. Vous l'avez tous entendu, il nous a accompagnés et rassurés tout au long de l'épidémie de Covid pour son expertise en infectiologie. Mais il est ce soir mon invité pour l'autre volet de son activité professionnelle. J'ai en effet le plaisir de recevoir Philippe Amoyel, professeur de santé publique, d'économie et de prévention, chef de service au CHU de Lille, mais également directeur général de la Fondation Alzheimer. Professeur Amoyel, bonsoir. Bonsoir. Merci de votre présence dans nos studios, vous qui partagez vos semaines entre Paris et Lille. Alors on va parler non pas du Covid, mais de la maladie d'Alzheimer, et vous allez peut-être nous dire un mot de la Fondation Alzheimer. Alors la Fondation Alzheimer a été créée pour soutenir l'effort de recherche qui avait démarré entre 2007 et 2008 avec une volonté politique d'investir énormément dans ce domaine. Et puis voilà, cet investissement s'est tari et finalement la Fondation a quand même persisté grâce à la générosité du public. Et aujourd'hui est depuis les 10 dernières années le premier financeur non gouvernemental de la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Vous avez comme objectif dans cette fondation, j'ai vu, d'engager les acteurs en capacité de lutte, de soutenir la recherche et puis surtout d'informer le public, ce qu'on va faire ce soir. Ce sont les 3 missions fondatrices de la Fondation Alzheimer avec 3 grands axes. Le premier axe, c'est la recherche pour trouver à long terme des nouveaux médicaments, des nouveaux mécanismes d'action. Mais on n'oublie pas aussi les autres populations, ceux qui ne sont pas encore malades. Donc on a tout un champ qui travaille sur la prévention. Et enfin, pour les personnes qui malheureusement sont atteintes, qui sont souvent malheureusement gravement dépendantes, c'est de voir comment est-ce qu'on peut alléger la vie des aidants, la vie des patients grâce aux innovations, grâce aux nouvelles technologies, grâce à l'intelligence artificielle et voir comment on peut faciliter cette vie. Donc on essaie de couvrir tout le champ des atteintes de cette terrible maladie. Alors la maladie d'Alzheimer, c'est à la fois le symbole des progrès de la médecine. Alors elle est liée en grande partie à l'allongement de l'espérance de vie et en même temps, je dirais, de ses limites et quelque part de sa défaite. Il n'y a pas de prévention spécifique, il n'y a pas de traitement, ou il n'y avait pas, peut-être vous allez nous dire le contraire. Et puis l'incarnation pour le public de la sénescence, la sénilité, quoi. C'était autrefois l'équivalent d'une démence. Alors, la sénescence, on va commencer par le dernier point. La sénescence, la sénilité, c'est cela tant qu'on ne sait pas que c'est une maladie derrière. Et on n'avait pas assez de recul aujourd'hui, maintenant que les gens vivent de plus en plus longtemps. On s'aperçoit qu'il y a des gens qui ont un vieillissement tout à fait normal. Alors, ils sont certes un peu ralentis, comme quand physiquement vous courez moins vite, de la même manière, mais ils conservent toujours une fonctionnalité intellectuelle très active. Donc, ça veut dire que les gens qui n'ont pas cette chance-là, on les considère comme des malades. Donc on a réussi à définir et à identifier une maladie qu'on appelle maladie d'Alzheimer et apparentée, puisqu'il existe d'autres maladies dans ce contexte. Donc voilà, c'est pas une fatalité liée à l'âge, c'est bien sûr lié à l'âge, mais ça touche un certain nombre de personnes et c'est une réelle maladie. Pour le public, la maladie d'Alzheimer, c'est la dépendance, c'est la perte de contrôle, la parole, la conscience, les sphincters, la fin de vie, sa dignité, le coût pour les familles, les EHPAD et leurs scandales. Alors, il y a la façon dont ils sont pris en charge. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on donne les statistiques sur les patients atteints de maladie d'Alzheimer, on dit en général qu'il y a 1,5 million de personnes atteintes. Mais quand on regarde les statistiques de l'assurance maladie, il y a 400, 600 000 personnes inscrites. Donc ça veut dire que la charge ne passe pas par le système de santé, mais passe par les familles au départ. Pendant très longtemps, ce sont les familles qui assurent cette prise en charge au quotidien et c'est extrêmement lourd à gérer. Puis ensuite, il y a cette évolution vers les EHPAD et là, on voit bien la limite de notre système, de notre société. Et donc l'objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de rester le plus longtemps possible à la maison. La maladie d'Alzheimer, vous l'avez dit, c'est 1,5 million de personnes. Dans certaines études, on dit que la moitié des cas ne sont pas diagnostiqués. Certains disent un tiers des cas. En gros, c'est 250 000 nouveaux cas par an. Alors, il y a ce qu'on appelle les nouveaux cas et puis les cas existants. Alors, une personne qui va faire une maladie d'Alzheimer a une espérance de vie, suivant sa situation, qui est en moyenne autour de 5 à 6 ans. Ce qui explique que le nombre de cas s'accumule régulièrement et qu'on arrive au chiffre de 1,5 million de patients actuellement. En revanche, les nouveaux patients sont aux alentours en France de 200 à 210 000
nouveaux patients chaque année. Mais il est important de noter que dans les pays riches, comme la France, ce que l'on voit, c'est une légère diminution de ces nouveaux cas. Depuis à peu près une trentaine d'années, on s'aperçoit que dans les pays extrêmement développés, extrêmement riches, on a une baisse de ces nouveaux cas. Mais comme en parallèle, l'espérance de vie augmente, le nombre de cas qui s'accumulent au total reste toujours très important. Mais ça montre qu'il y a quand même des moyens de prévention qui existent. La maladie d'Alzheimer, c'est donc une maladie neurodégénérative. Alors on dit neurodégénératif, on dit neuroévolutif aussi, pour essayer d'éviter ce terme de dégénérescence. C'est une maladie qui évolue sur le système nerveux et pour laquelle on n'a pas encore de solution pour stopper cette évolution. Quelle différence, professeur Amoyel, entre la maladie d'Alzheimer et par exemple la démence frontotemporale dont on a parlé pour l'acteur Bruce Willis? Tout à fait. Alors ce sont des formes que l'on dit de maladie d'Alzheimer apparentée. C'est-à-dire que la symptomatologie au départ est la même, ce qu'on appelle une symptomatologie de démence. Mais au sein de cette symptomatologie existent différentes formes, différentes causes. La maladie d'Alzheimer touche d'une manière générale le cortex, mais la démence frontotemporale, qui touche à peu près 5 à 10 000 personnes en France, va toucher une partie spécifique du cerveau qu'on appelle le cortex frontal. Et c'est ce cortex frontal qui gère en particulier nos relations sociales, un certain nombre de nos émotions. Et ce qu'on observe dans ces formes dites de démence frontotemporale, c'est par exemple des troubles du comportement plus importants souvent que dans la maladie d'Alzheimer, par exemple. C'est des personnes plus jeunes, non? Alors, tout dépend, il y a l'éventail de personnes plus âgées et plus jeunes, mais certaines de ces formes, en effet, surviennent aux alentours de la cinquantaine, avec toutes les implications que cela représente sur le plan social et humain. Alors, on va voir les signes cliniques de la maladie d'Alzheimer. Alors, les premiers signes concernent la mémoire immédiate, des troubles du langage, des troubles du comportement, c'est ça? Oui, alors c'est ceux qu'on voit le plus. Mais il existe d'autres troubles qui sont assez fréquents également. C'est le trouble de ce qu'on appelle les fonctions exécutives. C'est tout ce qui vous permet, par exemple, de faire les choses régulièrement chez vous. Je vais prendre juste un exemple. Vous avez un smartphone, un téléphone portable. Un beau jour, vous le regardez. Et puis, vous ne savez plus vous en servir. Mais vous savez toujours que c'est un téléphone, vous savez toujours que ça sert à appeler vos enfants, par exemple, et tout d'un coup, vous ne savez plus l'utiliser. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les troubles des fonctions exécutives. C'est très discret et c'est souvent des symptômes qui sont relativement précoces. Et bien sûr, les plus évidents étant les troubles de mémoire et les troubles du comportement. C'est du même ordre que l'oubli du mot de passe ou du code Alors non. bancaire. Pour rassurer tout le monde, passé 45 ans, on commence tous, par exemple, à oublier nos noms propres. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie. Exercice de mémoire très difficile, le nom propre. Vous ne pouvez pas l'associer à quoi que ce soit. Il faut le retenir. Puis la personne, suivant que vous l'aimez, que vous ne l'aimez pas, vous retiendrez plus ou moins facilement son nom. Donc ça, c'est normal. On a des petits oublis qui sont énervants. Là où ça commence à devenir problématique, c'est si ça vous gêne socialement. Ça vous gêne dans votre vie quotidienne. Ça vous gêne dans votre travail. Là, il faut se poser la question et éventuellement consulter. Alors, on dit qu'il y a des signes qui sont très évocateurs du diagnostic de maladie d'Alzheimer, et puis d'autres qui sont inhabituels, mais qui doivent néanmoins alerter. Les troubles du caractère, par exemple? Oui, ce qu'on appelle les troubles du comportement. Souvent, imperceptiblement, les familles voient que la personne commence à avoir des colères ou alors à l'inverse une apathie importante. Et ils se demandent la plupart du temps ce qui se passe, puisqu'il n'y a pas nécessairement de troubles de mémoire, c'est juste des troubles du caractère, des troubles du comportement. Et là, l'apport d'un diagnostic est essentiel parce que finalement, ça va soulager les familles. C'est pas la personne qui a évolué, c'est juste cette maladie qui est venue modifier son caractère et son comportement. On dit, professeur Amoyel, que les pertes de la maladie, c'est-à-dire les causes, débutent très longtemps avant les premiers signes cliniques. Ça veut dire que l'évolution est très très lente. Oui, alors ça c'est une découverte qui date à peu près des 20 dernières années. On s'est rendu compte que les stigmates, les premiers symptômes que l'on observe au niveau du cerveau dans la maladie d'Alzheimer apparaissent 10, 20, voire 30 ans avant les premiers symptômes de troubles de mémoire, les symptômes cliniques, la manifestation clinique de la maladie. Et ça amène plusieurs questions. La première, c'est que, est-ce que lorsque l'on traite quelqu'un, lorsque les premiers signes apparaissent, ça va être utile, puisque ça fait 30 ans que la maladie évolue, les neurones ont disparu, et ce qu'on pense aujourd'hui, c'est que les symptômes apparaissent parce que le cerveau n'est plus capable de compenser. Pendant 20 ans, il va compenser avec des circuits neuronaux qui vont se rallumer, etc. Et puis à un moment, il ne peut plus, les symptômes apparaissent. Or, traiter à ce moment-là va peut-être stopper la maladie, mais ne fera pas réapparaître les fonctions intellectuelles si les neurones sont détruits. D'où, avec cette logique, l'idée finalement d'identifier le plus tôt possible les gens
pour leur donner un traitement. Et c'est ce qui se passe actuellement dans les essais cliniques. Mais comment faire, professeur Noyel, puisque vous dites qu'il n'y a aucun signe et ça démarre 20 ans avant? Alors, il n'y a aucun signe clinique perceptible, mais on a ce qu'on appelle des marqueurs biologiques, des marqueurs radiographiques qui nous permettent, chez une personne qui a souvent une plainte de mémoire, ce qu'on appelle une plainte mésique, d'identifier s'il y a une évolution, une maladie neuroévolutive qui justement risque d'évoluer vers une maladie d'Alzheimer. Et aujourd'hui, on a même des marqueurs radiologiques qui vont se fixer sur les lésions dans le cerveau. C'est ce qu'on appelle la tomodensitométrie par émission de positons, en français, pardon. Le PET scan. Le PET scan, ça c'est la version anglaise, donc j'ai essayé de la traduire. Donc, en injectant un tout petit produit qui va se fixer, par exemple, sur la substance amyloïde qui s'accumule tout au long de la vie, on va voir si cette charge est compatible, plus importante ou moins importante, avec les symptômes ou les pseudo-symptômes qu'on peut voir. On parle de prévention pour la prostate, de prévention pour le sein, de prévention du cancer colorectal. Vous dites que peut-être faudrait envisager une prévention par de l'imagerie cérébrale plus précoce? Alors, ça c'est du dépistage. Alors, c'est la prévention qu'on dit secondaire. C'est-à-dire que là, la maladie est là, on veut l'identifier. Mais l'idée, c'est de faire une prévention qui soit peut-être un peu plus précoce. Et on a des éléments là-dessus. Comme je vous disais tout à l'heure, on a cette évolution extrêmement longue pendant laquelle il n'y a pas de symptômes. Il y a des gens qui vont développer une maladie d'Alzheimer à 65 ans, d'autres à 95 ans. Donc ça veut dire qu'il y en a qui vont gagner à peu près 20 ans de vie sans symptômes, donc cliniquement supportable. Donc toute l'idée, c'est de comprendre pourquoi il y en a qui font à 65 et d'autres à 95. Donc ce qui permet d'identifier un certain nombre de facteurs. Et ce que je vous disais tout à l'heure sur la baisse du nombre des nouveaux cas, elle est liée à l'augmentation de ces facteurs. Facteur majeur, c'est l'éducation, c'est la stimulation intellectuelle. Il y en a de plus en plus, en particulier dans les pays développés. C'est par exemple la réduction des risques cardiaques. Le risque cardiaque est associé à une accélération du développement de la maladie. Donc tous ces petits éléments, il y a à peu près 200, 300 facteurs. Avec la Fondation, j'ai écrit un livre sur ce domaine grand public, sur comment essayer justement de prévenir par des petits rituels quotidiens, qui sont souvent des éléments assez classiques, quoi. Une alimentation équilibrée, de type méditerranéen, par exemple. On parle du régime méditerranéen modifié. Les Américains parlent du régime MIND. Ça apporte quelque chose de plus? Alors, le régime MIND, c'est le régime méditerranéen, puisque la Méditerranée est en Europe, donc les Américains ont créé le MIND, qui rajoute quelques éléments, en particulier au niveau des aspects salés, donc qui jouaient sur l'hypertension. Ce sont des traitements et des régimes que les Américains avaient mis en place pour traiter l'hypertension. Et on s'aperçoit que Méditerranéen plus ces régimes de type MIND sont associés à un début plus tardif des symptômes de la maladie d'Alzheimer. Donc finalement, une prévention qui permet de repousser l'âge de début des symptômes. D'autres facteurs pourraient intervenir. J'ai vu des travaux sur la pollution, les fines particules. Alors, la pollution, oui, mais c'est quand même très difficile à mettre en évidence. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un peu plus de risques chez les gens qui habitent près de zones extrêmement polluées ou dans des pays où les zones sont extrêmement polluées. En revanche, d'autres facteurs plus directs, on a bien sûr tout ce qui est stimulation cérébrale, mais pas que l'éducation, que la lecture. Par exemple, le tricot stimule très bien le cerveau. Les personnes qui tricotent font des Alzheimer plus tard. On a après des facteurs qui sont liés à la fragilité du cerveau. Les chocs, les traumatismes multiples détruisent quelques neurones. Les boxeurs, les Exactement. joueurs de foot. Les joueurs de football américains en particulier, mais également les joueurs de rugby, mais également les joueurs de football européens qui jouent avec la tête. Toutes ces personnes-là développent plus souvent, malheureusement, des maladies d'Alzheimer. Il y a les toxiques également qui abîment le cerveau, c'est-à-dire l'alcool, le tabac, les drogues d'une manière générale. Vous avez tout ce qui est qualité de vie. Le cerveau, il ne se balade pas tout seul. Il y a un corps qu'il faut entretenir, donc l'alimentation, la diminution de la stimulation du cerveau par les organes d'essence. En particulier, on traite toujours les problèmes de vue avec la presbyacousie qui va avec l'âge, mais rarement la presbytie, mais rarement la presbyacousie qui est la diminution de l'audition, qu'il faut là encore prendre en charge. Et enfin, un des facteurs majeurs, c'est les relations sociales. C'est quelque chose qui est essentiel pour stimuler notre cerveau. La solitude, le fait de ne pas avoir de réseau amical, de réseau de contact, le fait d'être pessimiste, sont des éléments qui vont accélérer le début d'une maladie d'Alzheimer. Et donc, des éléments pour lesquels on trouve des solutions. Et par exemple, je vais prendre un exemple qui va peut-être un peu choquer, qui est que, est-ce que vous connaissez quelle est la raison la plus brutale de perte de ces relations sociales? C'est la retraite. Quand vous partez à la retraite, finalement, vous perdez votre réseau social souvent. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que plus on part tôt à la retraite, plus le risque de développer des troubles des fonctions intellectuelles est important. Et c'est vrai dans tous les pays. Risque de dépression, risque d'obésité, risque multiple, finalement, l'isolement. Alors,
Il y a ces éléments d'obésité et de dépression, de la dépression, mais ce qu'on ne sait pas bien, parce que la dépression a probablement un lien avec la maladie d'Alzheimer, si c'est l'œuf ou la poule. C'est-à-dire, est-ce que la dépression a commencé parce que c'était un symptôme très précoce de la maladie d'Alzheimer, ou est-ce que c'est parce qu'il y a une maladie d'Alzheimer qui a fait une dépression? Mais tous ces éléments généraux sont en effet des facteurs qui accélèrent l'apparition des symptômes. Alors, là, vous parliez des facteurs sur lesquels on peut agir. Il y a 3 facteurs sur lesquels on n'a aucune efficacité. C'est l'âge, le sexe et les antécédents familiaux. Ils sont importants. Oui, ils sont importants. Le premier facteur de risque, c'est l'âge. Voilà, la courbe est directe. Plus vous avancez en âge, plus votre risque augmente. L'âge moyen de survenue, toujours 72 ans. 72 à 75 ans. Quand vous avez 60 ans, votre risque, c'est quoi? 2 à 5%. Quand vous en avez 80, on atteint les 20%. Donc il y a une augmentation réellement exponentielle par rapport à l'âge. C'est le premier facteur. On n'y peut pas grand-chose. Ensuite, il y a des gens qui font plus souvent la grippe, des gens qui font plus souvent ça. Il y a des gens qui font plus souvent une maladie d'Alzheimer. Et c'est lié essentiellement à leur risque individuel qui est porté par leur génome essentiellement. Alors, il y a des maladies héréditaires d'Alzheimer. Elles sont très peu nombreuses. Elles surviennent chez les cas extrêmement précoces. Il y a récemment le cas le plus précoce, qui est un jeune homme qui a développé une maladie d'Alzheimer à 30 ans. Ce sont des maladies qui commencent largement avant 60 ans. Elles sont rares, hein, mais dans la plupart des cas, c'est 72 à 75 ans. Et certains ont malheureusement des susceptibilités plus fortes à les développer que d'autres. Un antécédent familial chez un des ascendants directs, un des parents, doit susciter une inquiétude? Un antécédent, pas nécessairement, parce que c'est une maladie qui est fréquente. Donc, si à 80 ans, vous estimez qu'il y a à peu près une personne sur 5, ça veut dire qu'il y a au moins, dans la plupart des familles, sur 5 familles, il y en a au moins une qui a forcément des antécédents. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il va y avoir un risque supérieur. Ça existe, c'est vrai, mais dans la plupart des cas, c'est ce qu'on appelle des cas que l'on dit sporadiques, qui apparaissent sans forcément qu'il y ait un contexte familial qui soit associé à cette maladie. Et c'est peut-être même un signal pour justement entamer bien plutôt une prévention. Le sexe, les dames sont plus touchées que les messieurs, on sait pas, c'est sûr, c'est pas sûr. C'est une question qui est longuement débattue, en particulier par les épidémiologistes, puisque l'âge est associé à la survenue de la maladie et que les femmes vivent en moyenne 6 à 7 ans de plus que les hommes, il y a plus de cas. Maintenant, est-ce que le fait d'être une femme augmente le risque? Il y a des pour, il y a des contre, on n'a pas encore bien établi les éléments. Alors moi, je pense plutôt que c'est un effet de l'âge essentiellement, d'une meilleure survie qui fait que le risque augmente progressivement. D'autres pensent que les hormones pourraient protéger, mais jusqu'à présent, on n'a pas eu d'éléments concrets qui permettent de séparer les deux situations. Des progrès ont été réalisés, professeur Moyel, dans la compréhension de ce qui se passe dans le cerveau, en particulier avec des dépôts fibrillaires de 2 substances, des agrégats de protéines. Vous pouvez nous dire un mot sur les dépôts amyloïdes et la protéine Tau, TAU? Alors en effet, il faut savoir qu'en 1906, quand Alois Alzheimer a décrit pour la première fois cette maladie, il avait ouvert le cerveau de sa patiente et il s'est rendu compte qu'il y avait des espèces de petits conglomérats gluants qu'il appelait des plaques séniles et également des petits neurones en forme de buisson qui n'étaient pas aussi bien organisés. Il appelait ça des dégénérescences neurofibrillaires. Aujourd'hui, on a toujours ces mêmes symptômes, sauf qu'on sait ce qu'il y a dedans maintenant, en quelque sorte. Dans les plaques séniles, on a une protéine qu'on appelle la protéine amyloïde. C'est une protéine qui existe naturellement chez l'homme, mais dont certaines formes ont tendance à s'agréger, à faire des petits paquets qui viennent s'accumuler dans le cerveau. C'est la première partie. Et c'est ce qui commence très précocement. Des gens peuvent en avoir extrêmement tôt. Et par un mécanisme, il y a une espèce de transfert de la toxicité de ces protéines vers d'autres protéines qui, elles, sont dans les neurones. C'est ce qu'on appelle la protéine Tau. C'est une protéine qui donne aux neurones sa structure. Vous savez, c'est souvent une étoile avec des petits filaments. Et bien là, elle est toute rabougrie, en forme de buisson, on dit souvent, ce qu'on appelle une dégénérescence neurofibrillaire, parce que justement, cette protéine Tau n'arrive plus bien à la tenir. Donc, agglomérat de protéines amyloïdes, agglomérat également de protéines Tau, qui a eu une modification qu'on appelle la phosphorylation, et c'est ce qu'on retrouve en grande quantité chez les patients atteints de maladie d'Alzheimer, et c'est ces 2 cibles qui sont actuellement visées par les traitements potentiels. Ça démarre dans certaines zones du cerveau, ça progresse de quelle façon? Alors, ça démarre essentiellement au centre du cerveau, dans une toute petite structure qu'on appelle l'hippocampe, parce que ça ressemble énormément au petit cheval de mer en question. Alors, il faut avoir beaucoup d'imagination pour aller voir ça dans le cerveau, mais ça, c'est la propriété des médecins. Et
c'est là que vont se situer les premiers troubles de la mémoire. Et on va avoir une réduction de la taille de cet hippocampe. Et ensuite, ça va diffuser dans le cerveau à partir de l'hippocampe, en particulier sur le cortex temporal, occipital. Et ça va finalement finir par envahir l'ensemble du cortex et entraîner cette maladie neuroévolutive. Quand on dit qu'il y a une neuroinflammation et que si on arrivait précisément à la réduire, on réduirait l'évolution de la maladie, c'est un axe de recherche? C'est également le troisième axe de recherche thérapeutique actuellement. Pourquoi ? Parce que le cerveau lutte contre cette accumulation de protéines anormales. Il lutte en réagissant de manière inflammatoire. Comme quand on lutte contre un virus, ça va devenir chaud, ça va devenir gros, douloureux. Donc on va avoir cette espèce d'inflammation. Dans le cerveau, on a la même chose. C'est pour ça que des thérapeutiques qui visent à réduire ce qu'on appelle la neuroinflammation sont actuellement en cours de développement, justement pour voir si on peut ralentir le processus de la maladie d'Alzheimer. Alors précisément, on en vient au traitement de la maladie. Alors, il y a eu des médicaments qui étaient des médicaments plutôt symptomatiques, ont été un temps remboursés, qui ont été déremboursés. Je crois que vous étiez élevé contre ça, parce que même s'ils n'étaient pas efficaces, ils étaient quand même très utiles pour les patients. Mais on commence à avoir des molécules qui sont des molécules plus spécifiques. Alors, je vais être clair, il n'y a pas actuellement de traitements qui permettent de prendre en charge et de stopper une maladie d'Alzheimer. En revanche, on commence à avoir un certain nombre de nouveaux médicaments. La plupart des essais depuis 20 ans sont restés malheureusement négatifs pour stopper la maladie, à part, comme vous le disiez, quelques traitements symptomatiques qui marchaient sur une personne sur 5 à peu près. Mais ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'à force d'insistance, on finit par trouver des molécules qui vont agir sur les deux protéines dont on a parlé, dont en particulier la protéine amyloïde. Et récemment, sur les 2 dernières années, 2 médicaments sont sortis, ont été commercialisés sur le marché américain, qui justement visent à diminuer la quantité de protéines amyloïdes dans le cerveau. Alors quand on regarde ce qui se passe dans le cerveau par justement ces techniques d'imagerie, on s'aperçoit qu'en effet, ce médicament réduit bien la quantité de protéines amyloïdes. En revanche, sur le plan clinique, les effets sont beaucoup moins perceptibles. Donc c'est ce qui fait que cette balance entre l'effet biologique qui est bien là, la pertinence clinique et également les effets indésirables qu'ont ces médicaments font qu'ils ne sont pas actuellement massivement commercialisés. Leur prix est très élevé et souvent à la charge des patients. Alors en particulier aux États-Unis, ce sont des médicaments qui sont à base d'anticorps. C'est comme les anticorps qu'on a eu dans le Covid pour lutter contre la maladie, qui sont extrêmement chers à produire. Donc c'est des médicaments. Le premier qui est sorti en juin 2021, qui s'appelait l'Adulem, était aux alentours de 56 000 € par an de traitement. Là, le nouveau qui est sorti, qui a été accepté par l'Agence américaine du médicament au mois de janvier, on estime que son prix sera probablement autour de 25 000 € par année de traitement. Donc des coûts extrêmement élevés, plus les effets indésirables qu'ils entraînent, avec la nécessité, par exemple, de mettre en place une surveillance d'imagerie de type imagerie par résonance magnétique. Des effets parfois graves qui font peur. Alors oui, ce sont des médicaments qui entraînent un certain nombre d'effets indésirables, aux alentours d'entre 20 et 30%. On a environ 17% d'hémorragie qui souvent sont négligeables, mais qui, dans un certain nombre de cas, nécessitent l'arrêt du traitement. Des gonflements, puisqu'on crée une inflammation pour éliminer cet amyloïde. Des gonflements du cerveau, et comme le cerveau est dans sa boîte crânienne, ne peut pas s'étendre, ça peut avoir des conséquences graves. Environ 7 à 8% des patients arrêtent le traitement à cause des effets indésirables. Et ce qui est nécessaire également, c'est d'avoir une surveillance lorsqu'on met en place ces médicaments chez les patients. Sur une maladie d'Alzheimer qui démarre, finalement, on se rend compte que les traitements progressent, mais ne vont pas être disponibles immédiatement. Quels sont les conseils que vous donneriez, professeur Amoyel, à une maladie vous en avez un tout petit peu parlé au début de notre entretien. Le plus important, c'est en fait de repousser le début des symptômes. Ça, on sait que c'est possible, on sait que ça peut marcher, et on a un certain nombre de mesures. Et en pratique, il n'est jamais trop tard pour essayer de le faire, même quand on a ces symptômes qui démarrent. J'ai certains collègues américains qui ont même créé des cliniques dans lesquelles on vous prend en main et on vous met à la prévention contre ces symptômes, justement de manière très active. Et ce qu'ils voient, c'est des stabilisations. Alors dès qu'ils arrêtent malheureusement cette prévention, le processus redémarre, mais c'est par exemple le fait de perdre du poids, c'est le fait d'arrêter de fumer, c'est le fait d'avoir une stimulation cognitive, c'est le fait d'avoir une activité physique et également d'avoir une alimentation équilibrée, parce que souvent ces personnes ont une alimentation extrêmement déséquilibrée qui peut manquer de vitamines et de beaucoup d'éléments. Il est nécessaire de compenser pour maintenir au mieux le corps en bonne santé.
Les espoirs actuels, c'est un diagnostic plus précoce et la prévention des facteurs de risque qu'on commence maintenant à bien connaître. Alors la prévention des facteurs de risque, oui, c'est quand même l'élément essentiel. On sait qu'on peut gagner 3 à 4 ans sur l'ensemble d'une population. Le diagnostic précoce, alors on ne l'utilisera pas tout de suite, on l'utilisera quand on pourra répondre, si jamais quelqu'un a un diagnostic positif, par un traitement. Pourquoi ? Comme je disais au début, finalement, si vous traitez trop tard, vous n'aurez plus assez de neurones, même si vous stoppez la maladie. Donc il faut traiter le plus tôt possible, il faut le diagnostiquer le plus tôt possible, et donc donner le traitement très tôt pour maintenir, quand on aura stoppé la maladie, un capital neuronal suffisant pour que les gens puissent avoir une vie agréable le plus longtemps possible. Voilà, écoutez, je vous remercie, professeur Noyel, pour cette conclusion qui est optimiste. Je pense qu'il faut être optimiste, ça c'est évident. Le meilleur optimisme, même si ces médicaments ne sont pas encore actifs sur le marché, ça veut dire qu'on recommence à s'y intéresser, on réinvestit de l'argent dans cette recherche thérapeutique qui malheureusement, souvent négative, avait un peu rebuté les grandes sociétés qui sont capables de faire ces traitements. Merci beaucoup. Merci à vous.